je le disais, grosse actualité au chapitre émergent pour entamer ce mois de juin avec des résultats au moins partiels, voire déjà quasiment bien avancés pour un bon nombre de grandes économies émergentes. Nous en parlons avec Irina Topasseri, économiste spécialiste des émergents chez AXA IM. Bonjour Irina. Bonjour. Merci d'être là. Effectivement, on a toute une série de résultats électoraux et qui concernent des pays émergents et pas des moindres. Si on commence peut-être avec le poids lourd indien, on voit que Narendra Modi est largement parti pour un troisième mandat. Je crois qu'il y avait assez peu de doutes sur sa victoire. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il est peut-être en passe. Alors, le BJP qui sont partis au sein de la grande alliance qu'il dirige, cette grande alliance est peut-être en passe d'augmenter ou d'accroître encore un peu le nombre de sièges qu'elle a aujourd'hui à la chambre indienne. C'est possible. C'est pas encore c'est pas définitif de ce point de vue-là. On attend les résultats. Alors, avant le démarrage des élections, on attendait effectivement un mandat plutôt solide pour Modi. Vous savez, les élections indiennes durent 2 semaines. Enfin, vous imaginez faire voter un pays. C'est 1 milliard quasiment de personnes qui sont appelées aux urnes. C'est une usine extraordinaire, l'organisation des élections. Et en entrant dans les élections, les premiers États qui ont commencé à faire leurs élections, on voyait en fait, on commençait à entrevoir une participation assez faible. Et donc là, les marchés se sont fait un petit peu peur en se disant, en fait, Modi ne va pas avoir cette main forte qu'on imaginait avant. Donc, il y a eu un petit peu de soubresaut. Et là, on arrive proche du résultat final et on voit que non, il n'y a pas eu de soubresaut. Finalement, on a l'impression qu'il garde un troisième mandat avec une main peut-être encore plus forte. Alors, les marchés aiment ça. D'abord, continuité, on va dire, mais continuité dans une sorte de vision assez exceptionnelle que Modi a. J'ai noté pour vous quelques idées. Donc, on parle de la 3e économie mondiale, 5e économie mondiale en termes de PIB nominal. L'Inde vient tout juste de dépasser le Royaume-Uni. Vous voyez le FMI, il vous place l'Inde en PIB nominal au numéro 3, justement, en 2027. Il dépasserait l'Allemagne et le Japon. Et Modi a une vision à horizon, tenez-vous bien, 2047. Pourquoi 2047 ? 2047, c'est une année très importante. C'est l'année où on fête les 100 ans de l'indépendance de l'Inde. Et là, Modi a une vision. Que je vous donne des chiffres. Donc, cette économie de 3,5 trillions de dollars passerait au rang des pays développés avec 30 trillions de dollars pour une population de 1,65 milliard de personnes dans le pays. Donc c'est une vision assez envoûtante. Ça veut dire, si vous pensez bien, 10% de croissance nominale par an tous les ans. Pour les 20... Et donc, quand on a fait les maths de ce point de vue-là, on se dit, c'est une vision politique, et bon, très bien que le politique ait sa vision à 2047, c'est une chose, mais 10% de croissance nominale par an d'ici là, faut les tenir quand même. Ils sont à 7-8 là aujourd'hui, et c'est déjà un rythme de croissance délirant par rapport à ce qu'on observe ailleurs dans le monde. Il faut dire qu'il y a le court terme et le très long terme. Donc Modi, effectivement, a une vision de très long terme. Mais le court terme, c'est bon. Donc l'Inde a quand même... vous regardez le FMI qui prend tous les pays du monde, vous fait une croissance tous les ans à horizon 2027. Vous êtes dans le top 5, et vous parlez ici, il y a des tout petits pays qui augmentent peut-être de 10%, genre le top il est Afghanistan, plus de 11% sur les prochaines années, donc une situation très particulière, donc pas comparable. L'Inde est dans le top du top, donc il y a des possibilités. Alors la grande, si vous voulez, force de l'Inde, c'est sa démographie, donc une énorme population, très jeune. Et alors, le sujet à long terme, c'est une dividende démographique peut vite tourner à la catastrophe. Là encore, je vais vous donner juste un ordre de grandeur pour qu'on comprenne. En fait, c'est extraordinaire. Donc, d'ailleurs, les détracteurs de Modi disent que ces 2 derniers mandats se sont faits avec une croissance qui ne s'est pas vue dans l'emploi. Donc, vous regardez le PIB... par tête en parité de pouvoir d'achat, il n'a quasiment pas bougé depuis 10 ans. 10 ans, donc je veux dire, il y a quand même... Voilà, donc il ne faut pas non plus... Donc, on peut se laisser emporter par l'histoire. Mais bien sûr. Mais il y a quand même... Il y a un verre à moitié plein, et il y a aussi encore un verre qui n'est pas vide. Mais ce n'est pas facile. Et alors, pas à son excuse, mais dites-vous bien que cette année, il y a 87 millions de personnes dans le marché de l'emploi. Qui arrivent sur le marché du travail. Qui vont arriver sur le marché du travail. Ça, c'est la taille de la Turquie. Vous rajoutez un pays. Vous rajoutez toute la Turquie dans la... 2030,
150 millions. Ça, c'est la taille du Mexique. Vous rajoutez encore un Mexique. Et il y a quoi? Il y a un risque de piège, de trappe il y a un moment parce qu'en fait, il faut créer des emplois pour absorber tous ces... Et en fait, on le voit. Donc, il y a la grosse fracture en Inde, c'est la fracture entre la population rurale et la population urbaine. Évidemment, c'est super. L'histoire des pays émergents est facile au début. Quand vous ramenez quelqu'un qui est dans la zone rurale, qui a une productivité très faible, vous le ramenez en ville et il rentre dans l'industrie ou dans les services et tout de suite, la productivité du travail monte et vous avez donc tout ce step-up de la croissance. Donc ça, c'est fort bien. Mais quand vous le regardez en Inde, vous voyez que la population rurale reste encore très forte, l'emploi rural très fort, donc la productivité, elle est mauvaise. Donc forcément, on peut se dire, mais du coup, il y a du potentiel. Mais en même temps, pourquoi ils sont là? C'est pas parce qu'ils veulent pas aller dans la zone urbaine, c'est qu'ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de poste à pourvoir. Donc je veux dire, il faut accélérer la machine. Donc Modi a un mandat où il faut accélérer la machine et il a des idées en tête. Et donc l'orientation, ça reste CAPEX, investissement. En fait, son idée, c'est lui aussi, il a un autre Make in India. Ouais. Un petit peu, voilà. Donc, vous savez, l'Inde est une économie qui a réussi son mouvement plutôt par le biais des services. C'est quand même, il exporte les exportations des services indiens. On en connaît tous, hein, on a tous des références en tête. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus une économie considérée fragile, etc. Donc, ce qui fait que l'intérêt des investisseurs, Modi a quand même réussi tout ça. Mais le deuxième point de Modi, c'est de dire, OK, les services, on continue, mais il va falloir ramener l'industrie manufacturière. D'abord, je pense qu'il y a une réflexion à se faire sur les services et l'intelligence artificielle. Aucune idée de comment ils vont être impactés, mais il y a quand même un sujet là-dessus où on peut se poser des questions. Et quid de la manufacture? Alors, ça ne va pas être une nouvelle Chine. Il n'y a pas la place d'une nouvelle Chine aujourd'hui. On ne peut pas faire de Chine dans ce monde. Il y a déjà des problèmes de surcapacité de production en Chine, c'est pas pour aller les doubler ou les tripler en Inde. Et par ailleurs, l'industrie manufacturière aujourd'hui, c'est plus une histoire de coût de main-d'œuvre pas cher, c'est du capital, c'est du skill, enfin de la compétence, c'est de la robotique, de la robotique. Donc c'est pas le même. Donc ils pourront pas faire la même chose. Mais on voit quelques balbutiements. On le voit dans les téléphones portables. Il y a plusieurs Foxconn. Qui sont allés développer des capacités là-bas, bien sûr. Apple veut produire en partie ses nouveaux iPhones depuis l'Inde, bien sûr. Et des choses qui se passent, mais pour l'amener à ce niveau-là, il faut. Mais l'Inde fait quand même a une option extraordinaire qui plaît aux investisseurs parce que la consolidation fiscale, elle est bien lente, mais elle est là. Donc, ils rentrent dans les indices fixing, enfin les indices obligataires. Il y a quelque chose qui se passe. Et puis les actions, tout le monde aime. Il y a une discipline dans la gestion, en tout cas, des grands indicateurs macroéconomiques. Mais il y a quelque chose. Donc ça attire quand même. C'est une belle histoire. Bon. Et les agences de notation aiment l'histoire indienne toujours. On a vu S&P relever la perspective de la notation de la dette indienne qui est triple B- aujourd'hui et qui pourrait donc être relevée d'un cran dans les prochains mois. L'autre gros sujet du jour, et ça nous amène à parler du Mexique, avec là une forme de continuité après les 6 ans de mandat de Andrés Manuel López Obrador, qui passe donc la succession à quelqu'un qui lui était très proche, qui s'appelle Claudia Sheinbaum, qui est la première femme à diriger le Mexique, qui a un background aussi très intéressant puisque c'est une scientifique de renom au point qu'elle a participé pendant longtemps aux travaux du GIEC. Donc on va avoir une ex-membre du GIEC en l'occurrence qui va diriger demain un pays comme le Mexique. À gauche, c'est la gauche mexicaine qui reste en place. Alors c'est vrai, au Mexique, donc les mandats présidentiels sont uniques. Donc ce qui fait que le AMLO, comme on l'appelle, López Obrador, le président, ne pouvait pas poursuivre, même s'il est un des rares que je peux vous montrer dans le monde. Enfin si, dans les émergents, il y en a quelques-uns, des présidents sortants qui ont une cote extraordinaire auprès Il a 60% encore de popularité auprès des Mexicains. C'était le cas de Jokovic en Indonésie. Voilà. Donc on a des leaders émergents qui arrivent à être élus haut la main et terminés haut la main. C'est quand même quelque chose à dire sur les émergents, sur certains émergents, pas tous évidemment. Alors, donc il passe la main effectivement à une femme. Donc ça sera effectivement la première femme présidente du Mexique. Donc ça c'est très très bien. Maintenant, elle va suivre. Oui. C'est
passé avant. Donc il y a une continuité à avoir. Cela dit, il y a là aussi un petit moment de flottement où on attend un peu l'articulation des résultats. Oui, parce que le peso baisse de 3% quand même. Et oui, peso mexicain. Oui, donc et alors on se demande réaction de marché là pour le coup. Généralement, on dit que la continuité, les marchés, etc. Et surtout que c'était très bien vu dans les sondages. Oui, il n'y a pas eu d'écart par rapport à ça. Alors il y a quand même quelque chose que peut-être les sondages n'ont pas entrevu, c'est qu'il pourrait gagner une super majorité au Congrès. Et ça, la victoire est tellement forte. Oui, une victoire encore forte. Donc peut-être que la personne même, au-delà d'avoir hérité, si vous voulez, de la popularité de AMLO, peut-être elle a rajouté quelque chose. Donc il y a peut-être quelque chose à voir là-dessus. Et pourquoi le marché se fait peur là-dessus? Parce qu'il faut dire que López Obrador avait quand même émis au moins 18 propositions pour secouer les institutions mexicaines. Donc il y a une perception quand même qu'avoir la supermajorité pourrait mettre en danger le cadre institutionnel mexicain. Et donc là, ça fait référence au secteur de l'énergie, notamment pétrolier, où AMLO a une vue très clairement exposée sur plus d'État. Nationalisation, quoi. Oui. Bon. Donc ça, c'est quelque chose. Alors, ils ont un opérateur pétrolier national qui est un des plus endettés au monde, je crois. C'est très compliqué, donc c'est une sorte d'endroit où on jette de l'argent et on essaye de s'en sortir. Mais c'est une histoire qui date. Donc en 2014, l'ancien mandat précédent avait essayé de réformer tout ça, mais dans le bon sens, c'est-à-dire lâcher, ouvrir, privatiser, faire venir les internationaux, parce qu'en fait, il y a les puits de pétrole mexicains sont en déclin naturel. Voilà. Et en fait, ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas eu de chance. Il y a eu la baisse du prix du pétrole derrière. Et AMLO a en fait capitalisé là-dessus. Il est venu comme ça en disant vous avez vu, ça n'a pas marché, laissez-moi faire, etc. Et donc voilà. Donc maintenant, il y a un peu de crainte qu'avoir 2/3 du Congrès pourrait amener à une certaine peut-être moins de contre-pouvoir qu'attendu dans le paysage politique mexicain. Oui. Il y a des sujets. Oui. On parle alors que les résultats ne sont pas encore définitifs de ce point de vue-là. Il nous reste 1 minute 30 pour dire un mot également de l'Afrique du Sud, Irina. Et là aussi, si je regarde le marché des devises et du Forex, je vois que le rand sud-africain a pas mal baissé quand même ces derniers jours depuis le début de l'élection en fin de semaine dernière. Alors ici, et donc là, c'est l'ANC qui était au pouvoir majoritaire, en tout cas depuis 30 ans, qui est en train de perdre sa majorité. Oui, mais là aussi, j'ai l'impression que c'était absolument vu. Ce parti ANC, donc effectivement le parti post-apartheid qui mène le pays depuis cette période, a subi une fracture. Donc Zuma, l'ancien président, a décroché. A créé lui-même son mouvement. Si vous les mettez ensemble, c'est la même chose. Donc en fait, rien n'a changé. Mais ça a changé quand même parce que Ramaphosa, donc l'actuel président, ne peut pas gérer sans Zuma. Et donc comme il y a une sorte de pouvoir, comment faire? Quelle va être la coalition? Donc aujourd'hui, donc le marché est en question. Quelle coalition? Coalition avec Zuma, ça veut dire qu'un des deux saute et qui veut, personne ne veut, donc c'est pas possible. Coalition avec les extrêmes de gauche, quel tracas, impossible à gérer le pays. Et dernière possibilité, qui est peut-être celle par laquelle on pourrait s'en sortir à la hausse sur les marchés si jamais ça se fait, c'est coalition avec le centre-droite. Mais là encore, vous êtes avec deux partis fondamentalement opposés, plein d'adversaires, quoi. Et comment est-ce que ce pays est gouvernable, un pays qui a des problèmes de finances publiques, où il faut quand même... Et quelles concessions fait-on quand on est en coalition? Donc des questions un peu plus sérieuses pour l'Afrique du Sud quand même, mais peut-être qu'on pourrait là aussi entrevoir quelque chose de plus optimiste qu'aujourd'hui le marché ne l'entrevoit. Bon, évidemment, on commentait avec vous, Irina, et merci de l'avoir fait, ces résultats préliminaires, mais qui donnent quand même les grandes tendances pour ces pays en termes d'orientation politique à venir. Voilà, il y aura encore peut-être des détails, des rebondissements au fur et à mesure de la publication du scrutin dans ces pays-là. Merci beaucoup, Irina. Merci d'être venue parler de ces économies émergentes en pleine série d'élections et de résultats électoraux après ces derniers jours. L'Inde, le Mexique et l'Afrique du Sud. Irina Topasseri, économiste émergent chez AXA AM, était l'invitée avec nous de Smart Bourse pour démarrer cette semaine.